Benvenuti a tutte, benvenuti a tutti. Mon exposé sera en français, j'en suis désolé. Je ne maîtrise pas suffisamment la langue anglaise et encore moins la langue italienne, je suis désolé. Voilà, donc le propos aujourd'hui d'aborder le thème des matières disparues ou des matières qui sont devenues rares dans leur utilisation en parfumerie. Alors tout d'abord, quelques mots de présentation de l'Osmothèque, qui est partenaire du Salon Exsens depuis le début, je crois, de la création de ce salon. C'est un conservatoire unique au monde de parfums, avec une collection exceptionnelle de 4000 parfums, dont 800 parfums disparus. Nous organisons un certain nombre de séances sur des thèmes extrêmement variés qui touchent à la parfumerie et surtout à l'histoire du parfum. Donc c'est une association effectivement extrêmement active et qui pratique donc ces présentations sur l'ensemble du territoire en Europe, mais également sur d'autres marchés à l'étranger. Alors tout d'abord, donc, il est important de noter que le parfum est de plus en plus une industrie soumise donc à un certain nombre de règles, de réglementation, au plan notamment international. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné donc que le parfum était étroitement lié aussi à des aspects de santé, des aspects sanitaires. Alors on va parler des matières qui sont interdites, celles qui sont menacées, celles qui sont suspectées sur le plan donc de leur utilisation en parfumerie, par simple contact avec la peau, celles qui font l'objet de restrictions, et celles également qui font l'objet d'une autocensure de la part des marques elles-mêmes, pour des raisons diverses et notamment des raisons consuméristes. Alors faire tout d'abord un état des lieux, c'est important, parce qu'en fait le parfum est une création artistique, mais elle est donc soumise à des aspects de réglementation et d'autocensure. Et ceci, sous la pression très forte de la réglementation internationale, européenne aussi, pour la protection de la santé. Donc il y a un rôle puissant des politiques et des autorités sanitaires. Il existe aussi, je pense que vous le savez tous, une directive cosmétique européenne donc, qui réglemente l'industrie cosmétique et l'industrie des produits de soins et donc des parfums. Il existe aussi une directive sur la classification, l'étiquetage et le packaging des matières de parfumerie. Une directive REACH, qui est une directive européenne, qui cherche à évaluer la toxicité éventuelle de 30 000 matières chimiques. Un ensemble de réglementations qui sont en fait des recommandations IFRA, qui sont donc adoptées et appliquée par l'ensemble de la profession à l'échelle internationale, avec chaque année un standard donc, qui propose de nouvelles réglementations et de nouvelles restrictions sur les matières premières. Ce qui amène donc les parfumeurs, chaque année, à faire des modifications sur les parfums qui sont présents sur le marché international. Alors, donc il y a un principe de précaution qui est maintenant donc, qui fait partie de la directive européenne. Et en dehors des aspects purement sanitaires que j'ai évoqués, il faut parler notamment de la disparition de certaines cultures végétales dans le monde entier. La réglementation CITES, qui dépend de l'ONU, comme vous le savez, donc, qui protège les espèces animales et végétales qui sont gravement menacées. Il y a incontestablement un aspect important qui est la pression consumériste, qui est de plus en plus forte, l'influence grandissante des ONG. On assiste aussi donc à une rareté de certaines matières qui atteignent des niveaux de prix totalement excessifs. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, et ça c'est une particularité de notre industrie, une autocensure de la part des marques
sur un certain nombre de matières, et c'est le cas en particulier des matières animales qui ont totalement ou presque disparu des formules de parfums contemporains. Donc en quelque sorte, on assiste à un phénomène de surréglementation qui pénalise également la créativité. Alors on va aborder donc quelques matières premières qui sont justement l'objet d'interdictions, de restrictions, ou qui deviennent totalement rares ou autocensurées. On abordera notamment la magnifique bergamote. Quand on dit qu'elle est crue, c'est-à-dire c'est une bergamote qui n'a fait l'objet d'aucun traitement pour la désensibiliser. On abordera la mousse de chêne, le santal indien, dit santal de Mysore, le costus, le musc chevrotin, l'ambre griffloté, ces deux matières étant des matières d'origine animale, dont on parlera tout à l'heure. Et puis on abordera également quelques matières synthétiques, dont le liral, l'octine carbonate de méthyle et les deux muscs synthétiques que sont le musc ambrette et le musc cétone. Voilà, donc on va examiner ces différentes matières avec à chaque fois un parfum donc, qui illustre l'utilisation de ces matières. Alors la bergamote, bon, je crois tout le monde connaît la note de la bergamote, Citrus bergamia, c'est un concentré de soleil, c'est un produit qui est spécifiquement italien, puisque comme vous le savez, la bergamote est produite à 90% en Calabre, dans ce beau pays. Elle a été donc largement exploitée par François Coty, Jacques Guerlain, Ernest Beau, Germaine Cellier, Edmond Ronisca. Tous les plus grands parfumeurs l'ont utilisée sous sa forme première, c'est-à-dire sa forme crue, sauvage, qui est une magnifique note à la fois ronde, solaire, gourmande, généreuse, somptueusement florale et verte. Vous savez que c'est le produit d'un croisement entre le citronnier et l'oranger bigaradier. Donc c'est une note multifacétée, très intéressante. Malheureusement, donc, cette bergamote dite crue, donc cette bergamote extrêmement photosensible, donc néfaste pour la santé, cette bergamote, donc, à l'état cru, qui était introduite dans les plus beaux parfums au début du XXe siècle, dont les parfums de François Coty et de Jacques Guerlain, ceux de Chanel aussi, avec Ernest Beau. Donc cette bergamote crue n'est plus utilisée dans les compositions contemporaines, ou lorsqu'elle l'est, elle l'est à des niveaux de dosage extrêmement faibles, qui la rendent évidemment moins intéressante, avec un impact moins intéressant. Donc cette bergamote crue était un produit magnifique, comme vous avez pu le sentir, quelque chose de très gourmand, très rond. Et par contraste, vous allez découvrir la bergamote qui fait l'objet d'une désensibilisation et qui, elle, donc, est évidemment un peu plus fade, moins ronde, moins gourmande, moins verte, j'allais dire moins intéressante, mais de toute façon, c'est un produit qui ne peut plus être utilisé sous sa forme crue, sauvage. On a quelques techniques qui indiquent, notamment la technique Pellatrice, que l'on découvre en Calabre, donc pour la production de cette matière donc, que l'on récolte entre le mois de décembre et le mois de février. Donc on s'est aperçu que cette bergamote crue était donc photosensibilisante, puisqu'elle contient donc des furocoumarines, avec des niveaux de dosage donc, qui sont très élevés et qui ont obligé les autorités sanitaires, et notamment donc, la communauté européenne, à limiter l'usage de la bergamote, de telle sorte que dans le produit fini, surtout lorsque ce produit fini n'est pas rincé, comme le sont les parfums, des niveaux de dosage, vous voyez, donc là, les teneurs moyennes sur une bergamote crue étaient de 2000 à 4000 ppm de furocoumarine, 5 MOP, 8 MOP, etc. Donc ces teneurs moyennes sont réduites maintenant à 50 ppm dans le produit fini rincé. Donc vous voyez des niveaux de dosage qui sont très faibles et qui expliquent donc que la bergamote doit être désensibilisée pour pouvoir être introduite en toute sécurité dans les compositions de parfums. Donc on voit ici la limitation imposée par IFRA, la réglementation internationale, qui est donc de 15 ppm dans le produit fini.
15 parties par million, je précise, ppm. Alors évidemment, la bergamote a été largement utilisée, comme on l'a dit tout à l'heure, par Jacques Guerlain, François Coty, Ernest Beau, Ernest Zaltroff et bien d'autres. Et donc, on va sentir l'or bleu, qui est une application superbe. Je pense que là aussi, on ne décrit pas l'or bleu de Jacques Guerlain. La version que vous allez sentir est une version donc correspondante à la formule d'origine, donc une formule magnifique, repesée par Thierry Vasseur lui-même, qui est le parfumeur maison de la maison Guerlain, et qui a succédé, comme vous le savez, à Jean-Paul Guerlain. Bon. Tout le monde a eu en main donc la bergamote crue, que vous avez pu comparer à la bergamote traitée, qui est évidemment un peu plus fade, il faut convenir. Et là, vous avez donc la possibilité de sentir le délicieux heure bleu de Jacques Guerlain, création de 1912, qui a beaucoup subi, d'ailleurs, Jacques Guerlain, qui a beaucoup subi aussi l'influence créative de François Coty. Alors la bergamote est probablement en parfumerie la matière qui est la plus largement utilisée, aussi bien dans les versions masculines que féminines, et bien naturellement, en particulier dans les eaux de Cologne. On poursuit notre découverte. Donc la bergamote, comme vous l'avez compris, donc, a fait l'objet d'une large modification. La mousse de chêne. Alors, la mousse de chêne est un produit magnifique. C'est une note boisée, terreuse, vert très complexe, une odeur puissante, marine, une odeur d'humus, de champignons, quelque chose de puissant qui a des applications formidables, notamment dans les chypres et dans les familles fougères. C'est une matière magnifique, mais c'est une matière, malheureusement, qui a des propriétés sensibilisantes extrêmement claires et démontrées, et qui, malheureusement, donc, oblige les fabricants de cette matière première à procéder à des processus de désensibilisation pour éliminer donc les substances qui sont responsables de cet effet sensibilisant que sont donc les atranols et l'oatranol. Alors, inutile de vous dire que la mousse de chêne est un produit extrêmement important, notamment dans les accords chypres et fougères, comme je le disais, et on peut regretter évidemment que cette matière soit l'objet d'une modification importante par son traitement, qui l'appauvrit un peu et qui surtout limite en concentration son utilisation dans les parfums. Donc c'est une grosse déception pour les parfumeurs de voir que la mousse de chêne, on est obligé d'en réduire considérablement le dosage dans les préparations et de le remplacer par des matières d'origine synthétique qui, évidemment, n'ont pas les mêmes complexités, la même richesse en termes d'évocation dans la composition. Alors, ce qui est intéressant sur le plan historique, c'est de rappeler que le chypre de Coty, donc c'est le chypre de Coty qui a effectivement créé cette famille dans laquelle on retrouve associé à la bergamote, le patchouli, le cyste, mais surtout cette mousse de chêne qui joue un rôle vraiment capital. Donc inutile de vous dire maintenant que lorsqu'on fait donc un parfum de la famille chyprée, la mousse de chêne n'est quasiment plus présente dans les compositions. Donc pour les parfumeurs, c'est une grande déception, et c'est l'obligation donc de passer par d'autres matières, notamment d'origine synthétique. Donc ces propriétés sensibilisantes sont avérées, démontrées. On voit ici, je ne vais pas entrer dans le détail, les concentrations dans le produit fini sont extrêmement faibles, ce qui fait que le niveau de concentration est tellement faible dans le produit fini que l'impact olfactif finit par perdre beaucoup d'intérêt. Donc toutes les mousses de chêne qui sont utilisées en parfumerie, qui sont encore utilisées en parfumerie, font l'objet d'une désensibilisation, de la même façon que pour la bergamote.
Donc on peut considérer malheureusement, avec beaucoup de regrets, que l'avenir de la mousse de chêne est quasiment condamné. Malgré ses propriétés fixateurs naturelles, tout à fait remarquables. Alors un ambassadeur, il y en a plusieurs bien sûr dans les Chypres, et historiquement le Chypre de Coty, donc, qui a créé cette famille, Mitsuko, Dierlin, Miss Dior, Bandit de Piguet, Aromatics Elixir, Paco Rabanne. C'est une matière magnifique qui a beaucoup servi donc, dans les compositions du début du siècle. Je vous laisse le temps de découvrir le Chypre. Non ? Alors une autre matière extrêmement importante, en tout cas dans la parfumerie du début du XXe siècle, c'est le musc chevreautin, qui est une matière d'origine animale, que l'on trouve sur les hauts plateaux d'Asie, en Himalaya, en Sibérie. C'est un animal qui est encore vivant, mais dont la chasse est strictement interdite. Donc c'est une matière qui est protégée par la réglementation du CITES. Pardonnez-moi, j'ai été un petit peu vite là. Je crois que vous avez le Chypre en main. D'accord. Excusez. Alors je rappelle que l'intérêt effectivement de l'osmothèque est de pouvoir vous présenter des parfums disparus qui ont été redosés et repesés à partir de la formule d'origine, puisque l'osmothèque est détentrice et dépositaire d'un certain nombre de formules de François Coty, d'Houbigant, d'un certain nombre de grandes créations, des parfums de Rosine. Surtout l'intérêt pour l'osmothèque vis-à-vis de ce que l'on peut présenter au public est le fait que nous présentons des parfums qui ont été repesés d'après la formule d'origine, mais qui surtout font appel à des matières premières d'origine. Donc c'est très important. Et notamment, l'osmothèque détient encore donc un petit peu de musc chevreautin pour en préparer des infusions. Donc le Chypre, très belle composition de François Coty, qui a créé une famille qui représente grosso modo 20% du marché à l'échelle internationale. Alors je reviens sur le musc. Donc c'est une matière extrêmement intéressante, mais c'est une matière aussi qui présente des caractères olfactifs troublants. C'est une odeur violente. C'est distribué, non ? Le musc. Alors j'insiste sur cette matière première qui est donc totalement interdite, qu'on n'utilise plus en parfumerie depuis une quarantaine d'années, qui a été donc interdite par la réglementation CITES parce que l'espèce était menacée. Elle existe encore, mais elle est totalement menacée, donc protégée. Je reviens sur ces caractères olfactifs, donc une odeur troublante, fécale, très violemment animale, voire même, j'allais dire, sexuelle et sensuelle. C'est une évolution vers des facettes terreuses, boisées, humus. C'est très multifacetté, mais c'est une odeur absolument magnifique dès lors qu'elle est introduite dans une composition. Alors, vous voyez donc que les quantités pour obtenir 1 kg de musc sont extrêmement faibles. En 89, le musc atteignait déjà 50 000 $ le kilo. J'imagine le prix auquel serait cette matière de nos jours. Alors la particularité, c'est que de toutes ces teintes de ces produits animaux, on les prépare toujours en infusion. C'est-à-dire donc on met donc en infusion ou en teinture, l'infusion consistant à chauffer la préparation alcoolique. Généralement, les préparations sont à 5%. On laisse ces infusions macérer pendant environ 6 mois avant de les utiliser. D'ailleurs, Ernest Beau, dans le Schenck de Chanel, considérait qu'il fallait 9 mois minimum pour laisser le temps à cette infusion de se développer. Et vous avez en main donc une touche à sentir qui est donc une préparation d'infusion de musc à 5%.
que je vous invite à conserver dans son petit fourreau et à redécouvrir dans plusieurs jours, et vous verrez que l'odeur est toujours aussi persistante, aussi prégnante et aussi remarquable. Donc c'est un fixateur naturel extrêmement intéressant qui est infiniment plus puissant que les muscs de synthèse. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est le fait que les femmes détestent cette odeur, parce qu'elle est effectivement très animale, mais en revanche, son odeur fauve, introduite dans un parfum, fait que les femmes adorent effectivement un parfum qui contient le musc chevrotin. Donc cette matière est interdite et son utilisation en parfumerie est strictement interdite. Mais c'est un parfum et une matière donc, qui a été très largement utilisée par François Coty, par René Bien-Aimé dans Quelques fleurs d'Houbigant, Ernest Beau dans le 5 de Chanel, Vol de nuit de Guerlain. Tous les Guerlain, toutes les compositions élaborées par Jacques Guerlain comportent de près ou de loin ce musc chevrotin en infusion. Et il faut savoir que le numéro 5 de Chanel, à sa création, comportait 3 matières animales différentes qui étaient également préparées en infusion. Il y avait de mémoire de l'ambre gris, il y avait également le musc chevrotin, et je crois qu'il y avait également de la civette. Donc 3 matières animales qui apportaient énormément de ténacité, de rémanence sur la peau, d'affinité pour la peau. Ça, ce sont des caractères olfactifs liés à ces matières animales qui, malheureusement, donc, sont totalement absentes des parfums actuels. On a senti ambre antique? C'est bon? Donc vous avez en main ambre antique aussi, qui est une création de François Coty, qui a beaucoup aidé donc, à l'élaboration, notamment de Chalimard, puisqu'en fait, il y a eu une influence artistique mutuelle et réciproque entre François Coty et Jacques Guerlain. Alors, une autre matière animale intéressante, c'est l'ambre gris flotté. Alors, le mot flotté doit attirer votre attention. Lorsqu'on dit floated ambergris, ça veut dire tout simplement que cette matière première ne passe pas par le sacrifice de l'animal. Donc c'est une matière qui est rejetée, regurgitée naturellement par le cachalot et que l'on retrouve en mer, que l'on ramasse sur les plages éventuellement, notamment sur la zone de l'océan Indien. Donc c'est une matière totalement naturelle, totalement, largement et possiblement utilisée en parfumerie, qui ne fait l'objet d'aucune réglementation en interdisant l'usage ou en le restreignant l'usage. Donc son utilisation est libre. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas éthiquement parlant et consuméristement parlant correct de l'utiliser. J'insiste donc sur cette notion, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'autocensure de la part des marques. On est là sur le cas typique d'une matière première qui n'est plus utilisée en parfumerie pour des raisons consuméristes, mais qui, néanmoins, ne fait l'objet d'aucune restriction. Et l'aspect intéressant, le paradoxe, donc, il y a une forme d'autocensure de la part des marques. Alors, peut-être difficile d'expliquer la raison pour laquelle cette matière n'est plus utilisée en parfumerie. Personnellement, j'ai quelques motifs qui expliquent effectivement cette disparition. Toujours est-il que c'est un fixateur naturel extrêmement intéressant qui apporte énormément de persistance, beaucoup de sensualité dans les notes de fond. Mais cette matière, donc, n'est plus utilisée en parfumerie, bien que non réglementée. Alors, il y a 2 raisons qui expliquent en particulier donc, cette désaffection, ce désamour, entre guillemets, des matières animales en parfumerie et dans le domaine cosmétique. Un, je pense que tout le monde se souvient sans doute en France de l'affaire du sang contaminé. Et puis, je crois surtout que le public et les consommateurs ont été gravement traumatisés par l'affaire de la vache folle. Je pense que vous vous souvenez à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, de cette affaire de la vache folle, qui fait que progressivement,
tous les fabricants et toutes les grandes marques de parfums et de produits cosmétiques ont éliminé les produits qui étaient d'origine animale. Voilà la raison pour laquelle, effectivement, ce type de matière est abandonné. Alors, je précise tout de même qu'il y a un hic particulier qui tient au fait que ce type de matière, même s'il est disponible sur le marché, l'est à des niveaux de prix extrêmement élevés. Alors là, les caractères olfactifs sont intéressants, puisqu'en fait, là aussi, on est sur un aspect très multiforme. Une note marine, iodée, animale, terreuse, ça sent l'encens, la vieille église, c'est miellé, ça sent le tabac. C'est très complexe, une odeur très complexe, mais une très belle évocation, avec des notes aussi un peu violettes, une symphonie polymorphe, donc, qui effectivement dépasse très largement les molécules qui, dans certains cas, évoquent donc, cette note ambre-gris. Je pense en particulier à l'ambrox, à l'ambroxan, qui sont des ambres de synthèse qui, évidemment, n'atteignent pas le niveau de richesse et de complexité de cette matière première, malheureusement donc abandonnée dans les compositions. Alors là, ce sont des évocations, une note charnelle, féminine, caressante, addictive. Enfin, il y a beaucoup de mots qui expliquent effectivement la beauté et la complexité de cette matière naturelle. C'est une matière qui devient un peu difficile effectivement à obtenir et qui surtout maintenant atteint des niveaux de prix tout à fait importants, de l'ordre de 50 000 € par kilo. Alors donc une illustration de l'ambre gris, c'est crème de Chine de Millau. Crème de Chine de Millau, donc de Jean Després, là aussi un parfum disparu, et un parfum qui fait partie de la fabuleuse collection de l'Osmothèque. Comment ? C'est bon ? Ah, d'accord. Donc vous avez senti crêpe de Chine, là aussi un parfum disparu mais d'une grande richesse. Le santal. Alors le santal, on ne peut pas parler de disparition de cette matière, mais en tout cas de raréfaction. Et notamment le santal indien, qui est un santal blanc, des Santalum album. Son origine, donc les États du sud de l'Inde, le Kerala, Karnataka et le Tamil Nadu. Je ne sais pas si vous connaissez cette région de l'Inde du Sud, donc, où il y a aussi de très belles productions de jasmin grandiflorum. Donc l'arbre est réduit en copeaux pour sa distillation, mais le problème, c'est que l'État indien donc, contrôle complètement cette production qui est devenue maintenant quasi confidentielle. Donc, il s'agissait de la qualité Mysore, donc, qui est une source tarie, et qui a donc obligé les sociétés qui exploitaient cette matière première et qui en faisaient la distillation, a obligé donc à trouver d'autres sources d'approvisionnement. On est donc sur des qualités qui proviennent en particulier du Sri Lanka et surtout maintenant de l'Australie, qui est devenu donc un producteur important de cette matière première. Bon, c'est une matière première dont le coût est tout à fait important, vous voyez, 4 à 5 000 € le kilo. Il y a d'autres qualités existantes du santal, le Santalum spicatum, qui est australien, l'Australocalédonium, mais qui correspondent à des formes plus résineuses, plus terreuses, moins intéressantes, et qui ne peuvent pas être comparées au santal indien, dont l'odeur suave, douce, pénétrante est extrêmement intéressante. Donc le santal indien est une matière première, non pas disparue, mais une matière donc, qui devient de plus en plus rare dans son utilisation. Alors sa note douce, suave, lactée, boisée tendre, donc qui est irremplaçable, avec ce côté un peu balsamique, chaud.
Alors il y a bien entendu un très grand nombre d'applications du santal indien dans le panel et dans la panoplie des parfums à l'échelle internationale. Chanel est un grand utilisateur, Hermès également, mais on peut citer bien entendu le Samsara de Guerlain, dû à Jean-Paul Gaultier, qui est dans une famille ambrée, florale et boisée. Samsara, qui est une création donc, qui a effectivement connu ses heures de gloire. Il y a bien d'autres applications, notamment le santal de Mysore de Shiseido, de Serge Lutens, qui illustre bien l'utilisation de cette matière. C'est une matière, donc, encore une fois, qui n'est pas restreinte, qui ne fait l'objet d'aucune restriction, d'ailleurs, sur le plan sanitaire. Il n'y a pas de réglementation propre au santal, il faut le mentionner, mais néanmoins, c'est un produit qui devient plus rare dans les compositions, en raison même de sa rareté et de son prix. Mais je le rappelle, donc, l'Australie est devenue donc, une zone de production maintenant de ce santal blanc extrêmement important. La qualité indienne donc, est quasiment maintenant quasiment confidentielle sur le marché. Alors une autre matière aussi qui présente beaucoup d'intérêt, qui est une matière d'origine naturelle, qui correspond donc à des rhizomes. On l'utilise beaucoup en médecine chinoise, parmi les 50 plantes fondamentales. On traite l'essence avec un rendement de 1%, mais là aussi, et là c'est une restriction qui n'est plus une restriction, c'est une interdiction de cette matière qui a été reconnue sensibilisante, comme la mousse de chêne d'ailleurs. Elle est responsable de dermite allergique par simple contact avec la peau. Donc le costus, malgré là aussi son intérêt en parfumerie, et beaucoup de parfumeurs d'ailleurs en regrettent l'interdiction, le costus donc, est maintenant une matière interdite en parfumerie. Sa note boisée, animale, qui évoque un peu des transpirations du corps, qui sont un peu notes de bouc, notes grasses de suin. L'intérêt, et ce qui est tout à fait curieux, et tous les parfumeurs avec qui donc, on a évoqué la présence de ce costus considéraient qu'il avait un effet sublimateur, notamment dans les compositions masculines. Et de grands parfumeurs, j'ai notamment désigné DR, JCE, GBD, je pense que vous reconnaissez les initiales, ces grands parfumeurs, donc Dominique Ropion, Jean-Claude Héléna, Bertrand Duchaufour, regrettent infiniment effectivement la disparition de cette matière qui avait énormément d'applications, surtout, je le rappelle, dans les compositions masculines. Donc le costus, on voit là donc beaucoup d'applications, Obsession, Kouros, le fameux Kouros de Pierre Bourdon, enfin d'Yves Saint-Laurent, le mâle de Jean-Paul Gaultier, Davidoff, Musc, Kublai Khan. Donc on va vous faire sentir le mâle, qui a connu un succès européen, voire planétaire, tout à fait intéressant, et qui a d'ailleurs lancé la carrière de Francis Kurkdjian. Donc le costus, on est sur un rhizome, comme l'est sur une racine, comme l'est l'iris, comme l'est l'angélique. Enfin, il y a un certain nombre de matières de ce type qui ont une origine terreuse, dirais-je. Le mâle de Jean-Paul Gaultier, créé par Francis Kurkdjian. 1982 déjà. Très belle note fougère. Alors on a abordé donc toutes ces matières qui étaient des matières d'origine naturelle. Donc vous voyez, certaines sont restreintes, d'autres sont véritablement interdites, c'est le cas du costus. D'autres sont menacées d'interdiction, et je pense, ou de disparition en raison du moindre intérêt qu'elle présente. Je pense à la mousse de chêne, lorsqu'elle est désensibilisée. On assiste là, donc, vous le comprenez bien, donc, à une véritable prise de conscience de l'industrie sur les problèmes d'origine sanitaire. Alors, on va regarder maintenant d'un peu plus près ce qu'il en est des matières de synthèse. Bon, la synthèse, comme on ne va pas le rappeler, donc, joue un rôle énorme en création en parfumerie.
C'est un apport précieux dans l'écriture olfactive. Il y a une matière donc, qui a fait l'objet d'une très large restriction d'utilisation, une matière un peu complexe, qu'on voit beaucoup d'ailleurs sur les emballages des étuis. Est-ce que c'est un produit qui était réputé allergisant avant même qu'il en soit restreint? C'est une note florale muguet qui est irremplaçable, très belle odeur. On l'a passé, le liral? Donc une note lilas, muguet, cyclamène, douce et délicate, un produit très puissant, créé en 1908. C'est une diffusion et une ténacité exceptionnelle. Vous pouvez d'ailleurs le garder dans son petit fourreau pour vérifier l'extraordinaire potentiel ténacité de cette matière. C'est une note qui a été très largement utilisée dans les compositions florales, aussi bien dans les masculins que dans les féminins d'ailleurs. Et c'est un souffle de fraîcheur et florale incomparable. Dans les années 70 à 2000, son utilisation était très très large. Mais, bien que cette molécule soit très prisée, cette molécule présente une activité sensibilisante très importante. C'est un irritant primaire. Et comme vous le voyez, la limitation d'utilisation dans le produit fini, en catégorie 4, c'est-à-dire la catégorie des eaux de toilette, 0,2% dans le produit fini. Donc ce sont des quantités tellement faibles que l'utilisation du liral est quasiment dénuée d'intérêt et donc c'est une matière qui risque d'être, et d'ailleurs qui va être interdite dès cette année, dès 2019. C'est une substance qui est classée CMR2 carcinogène, mutagène, reprotoxique, substance donc qui malheureusement, malgré son très grand intérêt sur le plan olfactif, doit être restreint ou retiré purement et simplement des compositions. Et d'ailleurs, les parfumeurs, dans les compositions contemporaines, en ont abandonné l'utilisation. Donc, un dosage si faible que l'impact olfactif est réduit, voire inintéressant, cette note florale, muguet, donc, est malheureusement donc abandonnée. Donc interdiction définitive en 2019. Et c'est une décision, c'est rare d'ailleurs, une décision qui est conjointe à la fois de la part de la communauté européenne, de la directive cosmétique, et de la part de la réglementation IFRA et RIAFEN, qui est une réglementation internationale appliquée par l'ensemble de l'industrie à l'échelle mondiale. Liral. Alors le liral a fait l'objet là, il y a quelques compositions, mais c'est très largement inférieur à aux applications de ce produit, Cabochard, Super ST. Cabochard, dès 1959, Diva d'Ungaro, Acquadigio, Iris d'Hermès d'Olivia Giacobetti également, qui a très largement utilisé cette composition dans ce bouquet floral très poétique créé par Olivia Giacobetti. Iris d'Hermès, un parfum un peu oublié, mais qui est une très belle composition que je vous invite à redécouvrir. Donc l'iral, regardez bien les étiquetages. Si vous voyez encore sur les étiquettes des flacons, sur les étiquettes des packaging, hydroxy, isoxyle, 3-cyclohexène, carboxaldéhyde, je pense que ça vous parlera et vous saurez que le produit, donc malheureusement, est menacé d'interdiction dès cette année. Pardon. Une autre matière très intéressante en parfumerie, c'est un nom un peu barbare, l'octine carbonate de méthyle. Une note florale violette absolument magnifique, très verte, très feuille, intense, des facettes fruitées, des notes un peu fruits d'eau, melon, concombre, un caractère aquatique très intéressant, une forte signature olfactive, un très fort impact, beaucoup de complicité en application dans la famille des ionones, avec un côté boisé, poudré, et même une note un peu irisée. Ça fonctionne très bien également avec l'absolue feuille violette. Pardon. Octine carbonate de méthyle, donc un produit, une bombe olfactive en quelque sorte.
Mais c'est un produit qui nécessite une grande maîtrise dans l'écriture olfactive. Alors, sur la partie réglementaire, donc les recommandations IFRA, donc on limite l'utilisation à 20 ppm dans le produit fini, 20 parties pour million, donc vous voyez des quantités très très faibles. Et c'est intéressant de noter que dans Fahrenheit, qui a été un des grands parfums créés par Jean-Louis Sieuzac pour Dior, et par d'ailleurs, comment dirais-je, le PDG de l'époque, qui avait donc souhaité mettre sur le marché une note violette pour les hommes. Vous voyez, donc on voit 700 ppm dans le Fahrenheit, comparé donc à la quantité qui est actuellement la quantité maximum tolérée de 20 ppm. Vous voyez le différentiel entre les deux dosages. Donc on s'aperçoit qu'évidemment, à un niveau de concentration de 20 ppm, l'utilisation de l'octine carbonate est loin d'être intéressante. Donc c'est un effet sensibilisant démontré, et très probablement, là aussi, une matière qui est maintenant condamnée en raison de sa restriction considérable dans les applications d'eau de toilette et de parfum. Donc l'octine carbonate, bon, il y a un parfum célèbre qui est Grey Flanell que l'on va vous faire sentir. Grey Flanell de Geoffroy Beene, très belle odeur, une odeur magnifique, un sillage d'une grande noblesse, d'une grande élégance, comme Fahrenheit d'ailleurs. Sophia Grossman aussi, dans Paris d'Yves Saint Laurent, a très largement utilisé cette matière. On est là d'ailleurs sur des compositeurs de parfums qui, je pense à Germaine Cellier et à Sophia Grossman, qui sont donc des adeptes des formules extrêmement courtes, petite quantité de matière dans la formule, mais des dosages en surdosage sur certains composants. C'est le cas en particulier de l'octine carbonate de méthyle. Poison de Dior aussi, d'Édouard Fléché, dans la famille des Orientaux, donc contenait également ce type de produit. Donc vous avez en main Grey Flanell, une note très élégante aussi, qui a dû, comme Fahrenheit d'ailleurs, donc faire l'objet d'une recomposition pour pouvoir être donc en parfaite conformité avec la réglementation à l'échelle internationale. Une autre matière de parfumerie donc, qui a connu également ses heures de gloire, synthétisée en 1891 dans la famille des muscs nitrés, dont faisait partie le musc xylène, musc cétone, musc moskène. Très large utilisation pendant 80 ans par les plus grands parfumeurs, mais une interdiction définitive en 1981. C'est une substance qui est en fait jugée donc neurotoxique et phototoxique. Donc il y a là effectivement malheureusement tous les défauts. Et elle est classée donc carcinogène, mutagène, reprotoxique. Muscambrette, donc un produit qui a connu encore une fois un succès considérable, qui apportait énormément de sillage et de ténacité, qui apportait aussi une rondeur, une douceur, une sensualité. Matière donc malheureusement donc définitivement interdite depuis 1981. Alors le muscambrette, le 5 de Chanel comportait du muscambrette, Chalimard, l'air du temps, vous voyez. Bon. Et là, encore une fois, c'est un tout petit aspect de la situation de l'utilisation du muscambrette dans les parfums des années 60 jusqu'à 1980. Alors, on vous fait sentir le calèche d'Hermès, créé par Guy Robert. Il a fallu donc, en 1981, reformuler le parfum pour le mettre en conformité. Et je rappelle qu'en fait, le travail des parfumeurs actuels, beaucoup de parfumeurs travaillent en permanence sur des modifications des compositions pour les mettre en conformité avec les réglementations IFRA qui, chaque année, proposent de nouveaux amendements. Muscambrette, donc un musc abandonné définitivement.
un autre muscle, mais qui lui n'est pas abandonné, mais qui est fortement restreint. Donc c'est un fixateur remarquable, qui était d'ailleurs très souvent associé avec le muscle Andrette, qui apporte une sensation de confort, de bien-être. Sorry. Donc c'est un fixateur qui est utilisé encore largement, mais qui a dû faire l'objet d'une forte restriction. Et il est substitué très souvent par des muscles macrocycliques, qu'on appelle aussi les muscles blancs, muscone, mucédone, exaltolide, avec sa note ouatée, florale, fruitée mûre, beaucoup d'utilisation aussi dans les parfums bébés, mais avec des restrictions d'utilisation très importantes. Donc inutile de vous dire que les muscles nitrés actuellement n'ont pas très bonne presse en parfumerie. Donc 0,56% dans le produit fini, là aussi encore des dosages très très faibles. Et le muscocétone risque d'être restreint de façon encore beaucoup plus importante, voire même malheureusement d'être l'objet d'une interdiction totale d'ici quelques années. Et il est soupçonné d'être tératogène, c'est-à-dire donc dangereux pour l'embryon, et c'est également probablement un perturbateur endocrinien, ce qui donc en limite l'utilisation. Alors le muscocétone, là aussi, on retrouve un très grand nombre de parfums dans lesquels le muscocétone était présent. Le 5, arpège, l'air du temps, ombre rose, 24 faubourgs. Là aussi, quelques illustrations, mais il y a bien d'autres applications de cette matière première. Merci beaucoup. Donc vous avez en main arpège de Lanvin. Dans le sillage du numéro 5, donc un fleuri aldéhydé comme l'est le numéro 5. L'air du temps comportait également énormément de muscocétone. Très jolie note intemporelle aussi. Ombre rose de Françoise Caron. 24 faubourgs, 3% de muscocétone. Donc il a fallu fortement, effectivement, redoser le muscocétone pour faire que 24 faubourgs soit en conformité avec la réglementation IFRA. Alors, malgré ce paysage un peu difficile, vous l'avez compris, je crois qu'il faut bien insister sur le fait que la parfumerie donc, est à la fois responsable, puisque donc elle met tout en œuvre pour que ces produits soient parfaitement sûrs sur le plan de leur utilisation. Il faut faire face donc à des défis à la fois sanitaires, écologiques aussi, puisqu'en fait la protection des espèces animales et végétales est importante. Donc ces réglementations en vigueur donc, sont de plus en plus restrictives. Il faut protéger la biodiversité, respecter l'environnement. Mais il faut savoir aussi que malgré ces mesures, la parfumerie demeure à la fois créative, avec un renouvellement des idées. Donc le seul danger, c'est effectivement qu'il y ait un recours à la facilité et également à l'absence de conviction. Donc ce qui est important, c'est de noter que la parfumerie est et demeure créative grâce à l'imagination des parfumeurs, le savoir-faire, le talent des chimistes organiciens, donc qui trouvent de nouvelles molécules, même s'il est difficile de les mettre sur le marché compte tenu du cahier des charges sanitaires qui existe maintenant pour chaque mise sur le marché d'une nouvelle molécule. Les techniques analytiques deviennent de plus en plus sophistiquées. La technique Headspace qui consiste également à pouvoir reconstituer des odeurs de fleurs qu'on ne peut pas reproduire. Il y a également de nouvelles techniques de transformation des matières premières naturelles qui ont beaucoup progressé, l'extraction CO2, l'extraction aux ultrasons, et puis les recherches également sur la biodiversité qui font donc appel
à des techniques, à une recherche permanente à l'échelle internationale. Donc, ce qui est important, c'est de voir que c'est un constat objectif qui milite aussi en faveur d'un vrai optimisme pour l'avenir de la parfumerie, pour sa capacité créative, et surtout, ce qui est une source, je crois, de réconfort, c'est la multiplication. Et d'ailleurs, le salon Exsens en est le meilleur exemple, puisqu'en fait, on voit qu'il y a un surcroît de créativité, une explosion de propositions. On voit donc des collections privées des grandes maisons qui fleurissent, bon, chez Dior, chez Armani, chez Hermès, chez Guerlain, chez Chanel. On voit donc des collections privées qui progressent. On voit aussi la progression des marques niches. Le salon Exsens, là encore une fois, est une vraie démonstration de ces marques qui sont porteuses d'espoir pour une parfumerie qui assure à la fois et qui associe à la fois donc des qualités de tradition, de qualité et de créativité. Mais c'est vrai qu'il y a une petite nostalgie vis-à-vis de ces matières qu'on vient d'aborder, donc les matières animales, auxquelles les parfumeurs, évidemment, n'ont plus accès, ou presque. L'avenir nous dira si effectivement il y aura d'autres restrictions et d'autres interdictions sur ces matières. En tout cas, ce que je voulais insister et vous faire comprendre, c'est que malgré ces restrictions, la parfumerie demeure effectivement avec beaucoup de créativité et un esprit totalement responsable sur le plan de la sécurité d'utilisation. Alors, je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous souhaite un très beau salon.